Mon frère m'a humilié à sa fête, sans diplôme, sans avenir. Tous riaient. J'ai souri, levé mon verre, santé, c'est la dernière fois que vous me voyez. Je suis parti, laissant la salle dans un silence total. Lors de la fête organisée pour la promotion de mon frère Thomas, alors que nous étions tous réunis dans le salon bondé de nos parents, entourés de proches et de collègues, il a levé sa coupe de champagne et a annoncé d'une voix forte, « Voici ma sœur Amélie. Pas de diplôme, pas d'avenir, elle vit juste au crochet de la famille. » Tout le monde a éclaté de rire. Mes parents le regardaient avec fierté. Ma tante a hoché la tête d'un air entendu. Mon cousin a affiché un sourire narquois. Je sentais tous les regards peser sur moi, attendant que je m'effondre. Au lieu de cela, j'ai souri, j'ai levé mon propre verre et j'ai dit clairement, « Santé. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me voit. » Puis je suis sorti. La pièce est devenue totalement silencieuse. La soirée avait pourtant commencé si différemment. J'étais arrivé chez mes parents dans leur maison cossue des Yvelines vers 18h30, portant une tarte au citron meringuée maison que j'avais mis 3 heures à perfectionner. La recette était complexe, avec une pâte délicate et une crème qui demandait une attention constante, mais je voulais apporter quelque chose de spécial. Je portais ma plus belle robe, une tenue bleu marine achetée en solde spécialement pour ce soir. J'étais excité, sincèrement pleine d'espoir, car je pensais que cette soirée serait enfin l'occasion de partager une bonne nouvelle. La maison était déjà pleine à mon arrivée. Les collègues du cabinet de conseil de Thomas se mêlaient à notre famille éloignée. Tout le monde était en tenue de ville décontractée, verre à la main, les rires fusant de partout. Ma mère m'a pris la tarte avec à peine un regard, la posant sur le comptoir de la cuisine au milieu des amuse-bouches du traiteur, sans aucun commentaire. Mon père était déjà en grande conversation avec le patron de Thomas, gesticulant avec animation. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma semaine. J'y étais habitué maintenant, mais cela piquait toujours un peu. Ce qu'ils ignoraient, ce que personne dans cette pièce ne comprenait, c'était l'histoire qui m'avait mené à cet instant. 6 ans plus tôt, à 22 ans, j'étais au milieu de ma 3e année dans une école de design réputée à Paris. J'adorais ça. Chaque projet, chaque cours, chaque nuit blanche passée en salle informatique me donnait l'impression de construire quelque chose de réel. Mais mon père a fait une crise cardiaque. C'est arrivé soudainement, violemment, un mardi matin dans sa petite entreprise manufacturière. Triple pontage, des mois de convalescence. Et pendant ces mois, l'entreprise a failli s'effondrer. Les commandes étaient manquées, les clients partaient, les factures s'accumulaient. Ma mère était dépassée, essayant de gérer ses soins tout en tentant de diriger une entreprise qu'elle n'avait jamais gérée. Thomas finissait son master à HEC. Il lui restait un semestre, des entretiens de stage cruciaux prévus, tout son avenir tracé devant lui, doré et certain. Mes parents m'ont fait asseoir dans la salle d'attente de l'hôpital et m'ont demandé si je pouvais prendre un semestre sabbatique pour aider. Juste un semestre, ont-ils promis, juste le temps que papa se remette sur pied et qu'il puisse engager un gérant pour l'entreprise. J'ai dit oui. Bien sûr que j'ai dit oui. C'était mon père. Un semestre est devenu 2. Puis je n'ai pas eu les moyens de retourner à l'école car chaque euro gagné grâce à mes 3 boulots partait dans les frais médicaux et pour maintenir l'entreprise à flot. Je travaillais comme barista le matin, vendeuse l'après-midi, et serveuse de nuit dans un dîner près de l'autoroute. Je dormais 4 heures par nuit. J'ai regardé Thomas obtenir son diplôme avec les honneurs pendant que je servais du café aux routiers à 2 heures du matin. Mes parents avaient promis de m'aider à reprendre mes études une fois la situation stabilisée. Ils avaient promis de ne pas m'oublier, mais Thomas a décroché son poste de cadre, a emménagé dans un appartement chic à Neuilly, et a commencé à gravir les échelons à une vitesse fulgurante. L'attention de la famille s'est entièrement portée sur ses réussites, et d'une manière ou d'une autre, progressivement, mon sacrifice a été oublié. Il a été requalifié en échec personnel. Ces 2 dernières années, je travaillais comme graphiste freelance depuis mon petit appartement, construisant mon portfolio, prenant des clients partout où je pouvais les trouver. Je travaillais constamment, j'apprenais de nouveaux logiciels par moi-même, je me poussais à devenir meilleur, mais ma famille méprisait cela. Ma mère appelait ça jouer sur l'ordinateur. Mon père demandait quand j'allais trouver un vrai travail. Thomas reconnaissait à peine ce que je faisais. Ce soir-là, avant son annonce cruelle, je me tenais près de la cuisine pour ne pas gêner, quand j'ai entendu ma mère parler à un groupe d'épouses de collègues de Thomas.
Nous sommes tellement bénis, disait-elle, la voix vibrante de fierté. Thomas a incroyablement bien réussi. Nous avons un enfant qui a réussi. Au moins, Thomas a fait quelque chose de sa vie. L'une des femmes m'a jeté un coup d'œil, visiblement mal à l'aise. Ma mère n'a rien remarqué ou ne s'en est pas souciée. Mon père, rejoignant la conversation, a ajouté en secouant la tête, Amélie n'a jamais eu de motivation. Vous savez, certains enfants sont des fonceurs et d'autres ont besoin d'être poussés. Nous avons essayé, mais on ne peut pas tout faire à leur place. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup physique. J'ai serré mon verre plus fort, les jointures blanches, mais je suis restée silencieuse. Je me suis dit que je resterais pour Thomas. Être solidaire. Être la plus mature. Puis est venu le moment. Thomas a réclamé l'attention de tous. La pièce s'est tue. Il se tenait au centre du salon, élégant dans son costume coûteux. L'enfant prodige dans toute sa splendeur. Il a parlé de sa promotion au poste de consultant senior, des défis à venir, de sa gratitude pour le soutien familial. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Et je devrais présenter ma sœur pour ceux qui ne la connaissent pas, a-t-il dit, son ton changeant soudainement pour devenir presque moqueur. Voici ma sœur Amélie. Pas de diplôme, pas d'avenir, elle vit juste au crochet de la famille. La pièce a explosé de rire. Pas des gloussements polis, mais de vrais rires, comme s'il avait raconté une blague vraiment drôle. Mes parents riaient. Ma tante Caroline riait. Mes cousins riaient. Le patron de Thomas riait. Je sentais chaque œil sur moi, observant ma réaction, attendant que je me ratatine, que je pleure ou que je m'excuse d'exister. Mes mains tremblaient, ma gorge se serrait. Mais quelque chose en moi s'est durci au lieu de se briser. J'ai souri. J'ai levé mon verre. Et j'ai parlé clairement, calmement, pour que tout le monde entende. Santé. C'est la dernière fois que vous me voyez. Puis je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Les rires se sont éteints instantanément. Le silence qui les a remplacés était épais et choqué. J'ai entendu ma mère halter. J'ai entendu quelqu'un chuchoter « Oh mon Dieu !» Je ne me suis pas retourné. J'ai franchi la porte d'entrée, traversé l'allée jusqu'à ma vieille Peugeot 206 de 10 ans. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. Au moment où je sortais de l'allée, mon téléphone a commencé à vibrer violemment. J'ai conduit 20 minutes jusqu'à mon appartement, la vision brouillée par les larmes, le téléphone vibrant continuellement sur le siège passager. Quand je me suis enfin garé, je suis restée assise dans la voiture et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Pas seulement à cause de ce que Thomas avait dit, mais à cause de ce que cela révélait. Il me voyait sincèrement comme une moins que rien. Après tout ce que j'avais sacrifié pour cette famille, il me voyait comme un fardeau et un échec. Je suis rentré, j'ai monté les escaliers jusqu'à mon studio au 2e étage et je me suis effondré sur mon lit. J'ai bloqué tous leurs numéros, chacun d'entre eux. Puis j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, faisant le deuil de la famille que je pensais avoir, pleurant les gens que j'aurais voulu qu'ils soient. Vers minuit, émotionnellement épuisé, j'ai remarqué que mon téléphone sonnait, affichant un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. J'en avais fini avec ma famille, fini avec leurs exigences. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô ? Bonjour. Est-ce bien Amélie Dubois ? La voix était masculine, professionnelle, inconnue. Oui, c'est elle. Ici Marc Bernard. Je suis le directeur de création senior chez Sterling et Associés à Paris. J'essaie de vous joindre depuis 3 jours. Je me suis redressé, confuse et soudain alerte. Pardon, quoi ? J'ai vu votre portfolio en ligne, a-t-il continué, la voix chaleureuse et enthousiaste. Votre travail est exceptionnel, frais, audacieux, exactement ce que nous recherchons. Je voudrais vous offrir un poste de directrice artistique junior dans notre agence. Le salaire est de 55 000 € par an, avec avantages sociaux complets et aide au déménagement. Je ne pouvais plus respirer. Je n'arrivais pas à traiter ce que j'entendais. Je vous ai envoyé plusieurs emails et laissé des messages vocaux, a continué Marc. Mon ordinateur portable était à l'autre bout de la pièce. J'ai trébuché jusqu'à lui, ouvert mes emails avec des mains tremblantes. Ils étaient là. 3 emails de Sterling et Associés, une lettre d'offre formelle, le détail des avantages,
Tout était officiel et réel. Je l'ai-je commencé, la voix brisée. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, a dit Marc gentiment. Mais j'ai besoin de savoir avant vendredi à 17h. J'espère vraiment que vous direz oui, Amélie. Je pense que vous seriez un atout incroyable ici. Nous avons raccroché. J'ai écouté les messages vocaux que j'avais ignorés pendant des jours parce que j'étais trop occupé à préparer la fête de Thomas. Il y en avait 3 de Marc, chacun plus impatient que le dernier. C'était réel. C'était en train d'arriver. Une grande agence de publicité parisienne me voulait. Ils avaient trouvé mon portfolio grâce à un appel à projet auquel j'avais participé 6 mois plus tôt, une soumission que j'avais passé 3 semaines à perfectionner pendant que ma famille se moquait de moi parce que je perdais mon temps. J'ai regardé autour de mon petit appartement, la vie que j'avais construite ici malgré tout. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'avais rien qui me retenait dans les Yvelines. Plus d'amis proches car j'avais été trop occupé à travailler pour entretenir des relations. Pas de famille qui me valorisait. Rien d'autre que la peur de l'inconnu. Et j'avais fini d'avoir peur. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise devant mon ordinateur à lire et relire la lettre d'offre de Sterling et Associés, essayant de me convaincre que c'était réel. 55 000 € par an. En cumulant mes missions freelance et en survivant tout juste, j'avais gagné peut-être 28 000 € l'année dernière. C'était le double. C'était une vie. À l'aube, j'avais pris ma décision. J'ai ouvert mes emails et tapé une réponse à Marc Bernard. Cher Marc, je suis honoré et ravi d'accepter votre offre. Merci de croire en mon travail. Je suis prête à commencer dès que possible. Cordialement, Amélie. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter. Dans l'heure qui a suivi, alors que je préparais du café les mains tremblantes, Marc a répondu. Il était clairement ravi. Il a envoyé les papiers d'embauche, une date de début 2 semaines plus tard, et les coordonnées d'un spécialiste en relocalisation qui pourrait m'aider à trouver un appartement à Paris. Les 2 semaines suivantes sont passées dans un flou de logistique et de détermination. J'ai donné mon préavis pour mon appartement, mon propriétaire étant étonnamment compréhensif. J'ai emballé tout ce que je possédais dans des cartons, ce qui n'était pas grand-chose. Vêtements, livres, mon matériel informatique, les bases de cuisine. Toute ma vie tenait dans ma petite voiture avec de la place en rab. Pas une seule fois ma famille n'a appelé. Ils attendaient clairement que je m'excuse, que je revienne en rampant, en admettant que j'avais surréagi. Je ne les ai pas contactés non plus. Chaque jour passé dans le silence me rendait plus certaine que je faisais le bon choix. Le jour du déménagement est arrivé un samedi matin gris. J'ai chargé le dernier carton dans ma voiture, jeté un dernier regard à l'appartement où j'avais passé 2 ans à me reconstruire à partir de rien, et je suis parti. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais libre. Paris était intense, de la meilleure façon possible. Le spécialiste en relocalisation m'avait aidé à trouver un petit studio à Montreuil, abordable avec mon nouveau salaire, à 40 minutes de métro des bureaux de l'agence située près de l'Opéra. C'était plus petit que mon logement précédent, mais les fenêtres donnaient vers l'est et la lumière du matin inondait la pièce. Et d'une certaine manière, cela semblait être une métaphore pour tout le reste. Mon premier jour chez Sterling et Associés, j'étais terrifié. L'agence occupait 3 étages d'un immeuble haussmannien modernisé. Tout était élégant, moderne, bourdonnant d'énergie créative. Des gens de mon âge et plus âgés se déplaçaient dans l'espace avec détermination et tasses de café, parlant de campagne, de clients et de délais. Marc m'a accueilli dans le hall, chaleureux et bienveillant, exactement comme au téléphone. Il avait environ 45 ans, les cheveux grisonnants et des yeux gentils, vêtu de ce que j'ai appris être l'uniforme de l'agence, jean foncé et blazer. Amélie, bienvenue. Nous sommes si heureux que vous soyez là. Il m'a fait visiter, me présentant à ce qui semblait être une centaine de personnes dont j'ai immédiatement oublié les noms. Mes 3 noms sont restés. Julien, drôle et encourageant, un concepteur-rédacteur à l'esprit vif et au rire facile. Inès, une directrice artistique associée, vive et honnête, qui m'a regardé dans les yeux quand nous nous sommes serrés la main et a dit « Marc n'embauche pas de gens en qui il ne croit pas. Tu dois être doué. » Et Lucas, un autre directeur artistique, compétitif mais juste, qui m'a jaugé d'un hochement de tête et a dit « Hâte de voir ton travail. » Mon bureau était dans un open space avec le reste de l'équipe créative. Marc m'a donné ma première mission,
une campagne réseaux sociaux pour une ligne de soins bio. Rien d'énorme, mais un vrai projet avec un vrai client et un vrai délai. J'ai travaillé plus dur que je n'avais jamais travaillé de ma vie. Je restais tard, arrivais tôt, poussais chaque design à travers de multiples révisions. Julien a commencé à se joindre à moi pour le déjeuner, me faisant rire avec des histoires de présentations désastreuses et de réunions clients qui tournent mal. Inès passait régulièrement à mon bureau, offrant des retours durs mais qui rendaient toujours mon travail plus fort. Même Lucas, initialement distant, a commencé à hocher la tête avec approbation devant mes concepts. Les 3 premiers mois ont filé dans un brouillard d'apprentissage et de croissance. J'étais épuisé, mais exalté. Chaque jour, je me prouvais que j'avais ma place ici, que j'étais doué pour ça, que Marc avait eu raison de m'engager. Je ne pensais pas beaucoup à ma famille. Quand je le faisais, c'était avec une douleur sourde que je repoussais. J'avais fait mon choix. Ils avaient fait le leur. J'avançais. Puis, 4 mois après le début de mon nouveau travail, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une certaine Angélique Martin. Le message était bref. Bonjour Amélie, je travaille avec ton frère Thomas. J'ai quelque chose d'important à te dire. Pouvons-nous prendre un café? J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, garder Thomas et tout ce qui était lié à lui dans le passé, là où c'était sa place. Mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes rencontrés un samedi après-midi dans un café près de Bastille, à mi-chemin entre nos appartements. Angélique avait environ 30 ans, habillée de façon décontractée, avec des cheveux courts et foncés et une expression sérieuse. Elle est allée droit au but. Je vais être franche, a-t-elle dit en remuant son latte. Thomas s'attribue le mérite de ton travail. Mon estomac s'est noué. Quoi? Il y a environ 8 mois, Thomas t'a demandé de concevoir des supports de présentation pour lui, n'est-ce pas? Comme une faveur? Je me suis souvenu. Il m'avait appelé à l'improviste, inhabituellement amical, disant qu'il avait un pitch client important et besoin de graphisme. Pouvais-je aider? Ça ne me prendrait que quelques heures, avait-il dit. C'était une occasion de faire quelque chose de gentil pour mon frère, de peut-être reconstruire notre relation. Alors, je l'avais fait. J'avais conçu un diaporama entier, professionnel et soigné. Il a dit à notre patron et aux associés qu'il avait conçu ses supports lui-même, a continué Angélique. Il a reçu des félicitations pour son initiative créative. Cela faisait partie de son dossier de promotion, une des raisons pour lesquelles il est passé consultant senior. J'avais la nausée. Comment le sais-tu? J'ai vu ton portfolio en ligne il y a quelques semaines, a-t-elle dit. Je cherchais un graphiste pour un projet personnel et quelqu'un a recommandé ton site. J'ai reconnu les designs de la présentation immédiatement. Même style, mêmes éléments. J'ai vérifié les métadonnées sur les fichiers que Thomas a soumis. Ils ont été créés des mois avant qu'il ne prétende les avoir faits, et les propriétés de l'auteur original avaient été supprimées. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran, des emails, des propriétés de fichiers, des horodatages, tout prouvant que Thomas avait pris mon travail et l'avait revendiqué comme le sien. Pourquoi me dis-tu ça? Ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. L'expression d'Angélique s'est durcie. Nous nous sommes revus 2 fois au cours des 2 semaines suivantes. Angélique m'a fourni des copies de tout, des preuves détaillées. Elle m'a encouragé à les utiliser comme je le voulais, que ce soit pour confronter Thomas, le signaler à son entreprise ou simplement les garder pour ma propre tranquillité d'esprit. J'ai lutté avec ce que je devais faire. J'étais en colère, furieuse même. Mais je me sentais aussi en conflit à l'idée d'exposer ma famille, de causer des problèmes. Angélique m'a rappelé que c'était Thomas qui avait causé les problèmes, pas moi. Pendant ce temps, ma carrière continuait de s'épanouir. J'ai terminé mon premier grand projet à l'agence, une campagne complète de rebranding pour une start-up de mode durable. Marc a loué mon travail devant toute l'équipe créative lors de notre réunion hebdomadaire. C'est exactement le genre de travail audacieux et réfléchi qui définit ce que nous faisons ici, a-t-il dit en affichant mes designs sur l'écran de la salle de conférence. Amélie, tu as dépassé toutes les attentes. Bravo. On m'a confié de plus gros clients. Ma confiance grandissait. Je me suis fait de vrais amis. Julien m'invitait au dîner d'équipe et au brunch du week-end. Inès est devenue un mentor, m'apprenant comment présenter aux clients, comment défendre mes choix créatifs,
comment naviguer dans la politique de l'agence. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je sentais que j'avais ma place quelque part. Les fêtes approchaient, Noël, puis le Nouvel An. Je m'attendais à moitié à ce que ma famille me contacte, peut-être adouci par le temps et la tradition. Rien n'est venu. Silence complet. J'ai passé Noël avec Julien et son petit ami, un dîner chaleureux et bruyant dans leur appartement parisien rempli de familles choisies et de rires. C'était solitaire à certains égards, mais aussi libérateur. Je n'avais pas à jouer un rôle, à me faire toute petite ou à accepter la cruauté déguisée en blague. J'ai réalisé que j'attendais des excuses qui ne viendraient jamais. Ma famille ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Pour eux, c'était moi qui avais surréagi, qui avais été trop sensible, qui les avais abandonnés pour rien. 2 jours avant le Nouvel An, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'avais appris ma leçon sur l'ignorance des appels inconnus, alors j'ai répondu. Amélie ? La voix de ma mère. Mon cœur s'est serré. Maman. Oh, Dieu merci. J'essaie de te joindre. Tu as bloqué nos numéros. Son ton était accusateur, pas apologétique. J'avais besoin d'espace, ai-je dit prudemment. Eh bien, j'appelle parce que la femme de Thomas, Sophie, est enceinte. Nous organisons une fête en janvier et nous avons besoin que tout le monde contribue financièrement. Ça va être une grande fête et nous demandons à tous les membres de la famille de donner 300 € chacun. Je n'en croyais pas mes oreilles. Pas de « comment vas-tu », pas de « tu nous manques ». Pas de reconnaissance de ce qui s'était passé, juste une demande d'argent. Nous savons que tu es parti fâché, a continué ma mère. Mais la famille c'est la famille et nous avons besoin que tout le monde aide. C'est important. Quelque chose en moi s'est transformé en glace. Je n'enverrai pas d'argent. Pardon ? J'ai dit non. Je ne contribue pas à une fête pour une famille qui m'a traité comme vous l'avez tous fait. Amélie, ne sois pas ridicule. C'était il y a des mois. Thomas se souvient à peine de ce qu'il a dit. Tu gardes rancune pour une blague idiote. Ce n'était pas une blague, maman. Et j'ai fini de faire semblant que c'en était une. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je me sentais puissante. J'avais tenu bon. Ce soir-là, digérant encore la conversation, j'ai reçu un email inattendu. Il venait d'une entreprise appelée Vertex Systems, une grande firme technologique basée à Lyon. Ils demandaient des propositions à plusieurs agences pour une refonte complète de leur marque. Le projet valait des millions. Marc a convoqué une réunion d'équipe d'urgence. C'est énorme, a-t-il dit, son excitation à peine contenue. Vertex est l'un des plus grands noms du cloud computing en Europe. Si on décroche ça, ça change tout pour notre agence. Il m'a regardé droit dans les yeux. Amélie, je veux que tu diriges ce pitch. Le client a spécifiquement demandé quelqu'un avec ton style de design. Ils ont trouvé ton travail dans leur recherche sectorielle et t'ont demandé nommément. Ma mâchoire en est presque tombée. Marc a confirmé en souriant. C'est ton moment. Je crois en toi. La présentation du pitch était prévue pour la mi-janvier. J'ai regardé la date que Marc a encerclée sur le calendrier et mon estomac s'est tordu. C'était le même jour que la baby shower de Thomas, le même jour exactement. Et la présentation était à Lyon. J'allais être loin, mais ironiquement, c'est ce jour-là que ma famille serait réunie pour célébrer, sans moi. Ils ne sauraient jamais rien de mon succès, de mon opportunité, de ma vie. Quelque chose à ce sujet semblait parfaitement juste. Je me suis jeté dans la préparation du pitch Vertex avec une intensité qui m'a surprise moi-même. Ce n'était pas seulement pour décrocher un client. C'était pour prouver une fois pour toutes que j'étais exactement celle que j'avais toujours su pouvoir être. L'équipe a travaillé jour et nuit. Julien et moi avons brainstormé des concepts tard dans la nuit, carburant au café et au plat à emporter. Inès m'a poussé à voir plus grand, plus audacieux, à prendre des risques créatifs qui me terrifiaient et m'excitaient. Même Lucas, habituellement concentré sur ses propres projets, restait tard pour offrir des retours sur mes maquettes. Vertex Systems était connu pour sa technologie de pointe, mais son image de marque était vieillissante. Ils avaient besoin d'une refonte visuelle complète, quelque chose qui les positionnerait comme innovants et dignes de confiance sans aliéner leurs clients corporatifs existants. J'ai conçu quelque chose de révolutionnaire, combinant une esthétique épurée et minimaliste avec des éléments numériques interactifs.
Le concept était moderne mais pas tendance, sophistiqué mais pas rigide. Marc a examiné mon travail et s'est levé de sa chaise. C'est ça, a-t-il dit doucement. C'est exactement ce dont ils ont besoin. Amélie, tu vas les époustoufler. Une semaine avant le pitch, mon téléphone a sonné. Encore un numéro différent. J'avais arrêté de les bloquer, me disant que si ma famille voulait vraiment me joindre, ils trouveraient un moyen. Cette fois, c'était mon père. Sa voix était sévère, froide. Ta mère m'a dit que tu refusais de contribuer à la baby shower. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu? Juste directement l'accusation. C'est exact, ai-je dit calmement. C'est extrêmement égoïste, Amélie. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. En abandonnant ta famille quand nous avons besoin de toi. L'ironie était si épaisse que j'ai failli rire. Après tout ce que vous avez fait pour moi, papa? J'ai abandonné mes études pour sauver ton entreprise. J'ai travaillé 3 boulots pour payer tes factures médicales. J'ai renoncé à mon éducation pour que Thomas puisse finir la sienne. Qu'avez-vous fait pour moi dernièrement, exactement? Silence à l'autre bout. Il n'était pas habitué à ce que je riposte. C'était ton choix, a-t-il finalement dit, la voix dure. Personne ne t'a forcé à faire tout ça. Et partir était mon choix aussi, ai-je répondu. Ma voix était ferme, forte. Au revoir, papa. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais fier. Je m'étais défendu. J'avais dit la vérité. Au cours des jours suivants, Thomas a commencé à envoyer des SMS depuis un nouveau numéro. Maman et papa sont vraiment blessés. Tu dois t'excuser. Puis, tu déchires cette famille et Sophie est stressée à cause de toi, et le stress n'est pas bon pour le bébé. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Chaque message me rendait plus certaine que je faisais la bonne chose. Finalement, Thomas a envoyé « Bien, ne viens pas à la fête, mais n'espère jamais faire partie de cette famille à nouveau. » J'ai bloqué ce numéro aussi. Si c'était leur idée de la famille, je n'en voulais aucune part. Le jour du pitch Vertex est arrivé. Je me suis réveillé à 5 heures du matin dans mon appartement de Montreuil, trop nerveuse pour dormir. J'ai mis mon plus beau tailleur, un ensemble gris anthracite acheté spécialement pour cette présentation. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Confiante, professionnelle, prospère. Nous avons pris le TGV pour Lyon avec Marc, Julien et Inès. Tout le trajet, ils m'ont encouragé, me rappelant à quel point mon travail était bon, à quel point j'étais prête. Le siège de Vertex était un immeuble de verre élégant dans le quartier de la Pardieu à Lyon, tout en lignes modernes et vues impressionnantes. On nous a fait entrer dans une salle de conférence au 20e étage. 6 cadres étaient assis en face de nous, y compris leur directrice marketing et leur PDG. J'ai présenté pendant 90 minutes. Je les ai guidés à travers tout le concept de rebranding, expliqué ma philosophie de design, montré des maquettes de ce à quoi leur nouvelle marque ressemblerait sur chaque plateforme. J'ai répondu à leurs questions de manière réfléchie, avec assurance. J'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Quand j'ai fini, la directrice marketing s'est reculée dans sa chaise et a souri. C'était exceptionnel. Un travail vraiment innovant. Le PDG a hoché la tête. Nous vous contacterons d'ici la fin de la semaine, mais je vous le dis maintenant, c'est exactement la direction que nous espérions que quelqu'un nous fasse prendre. Nous nous sommes serrés la main. Marc rayonnait. Julien m'a pressé l'épaule. Inès a chuchoté, tu as tout déchiré. Nous avons quitté le bâtiment, portés par l'adrénaline et l'espoir. Je me sentais invincible. Puis, dans le hall, j'ai littéralement percuté quelqu'un. Oh, je suis désolé, ai-je dit automatiquement en reculant. La personne a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. C'était ma cousine Élise. Son visage est devenu complètement blanc. Amélie. Elle était habillée en tailleur d'entretien, serrant une chemise cartonnée, clairement là pour un entretien d'embauche. Elle regardait alternativement mes collègues et moi, observant nos tenues professionnelles, nos postures confiantes. « Qu'est-ce que tu fais là » a balbutié Élise. Avant que je puisse répondre, l'une des cadres de Vertex qui avait assisté à notre réunion est passée par là. Elle m'a reconnu et s'est arrêtée. « Travail brillant aujourd'hui,
Amélie, a-t-elle dit chaleureusement. Nous vous donnerons une réponse d'ici vendredi, mais je veux que vous sachiez que votre agence est notre premier choix. Cette présentation était exactement ce dont nous avions besoin. Elle a souri et s'est éloignée. La mâchoire d'Élise est littéralement tombée. Elle m'a fixé, puis a regardé la silhouette de la cadre qui s'éloignait, puis m'a regardé à nouveau. J'ai ressenti une vague de satisfaction que je ne pouvais pas tout à fait réprimer. Bonne chance pour ton entretien, Élise, ai-je dit plaisamment. Puis je suis sorti, la laissant stupéfaite dans le hall. Le trajet de retour vers Paris était euphorique. Mon équipe n'arrêtait pas de célébrer, parlant déjà de la façon dont nous exécuterions la campagne quand, et non si, nous décrocherions le contrat. Marc n'arrêtait pas de me jeter des regards avec cette expression fière, presque paternelle. Tu sais que ça change tout pour toi, n'est-ce pas, a-t-il dit. Gagné ou perdu, tu viens de prouver que tu peux gérer des clients majeurs. Tu es prête pour le niveau supérieur. Vendredi est arrivé. Marc a reçu l'appel à 14 heures. Tout le bureau semblait retenir son souffle alors qu'il prenait la réunion dans son bureau aux parois vitrées. Nous pouvions le voir hocher la tête, sourire, puis serrer le poing en l'air. Il est sorti et a annoncé, on l'a eu. Vertex nous a choisis. Le bureau a explosé. Les gens applaudissaient, s'embrassaient, se tapaient dans les mains. Julien m'a soulevé et m'a fait tourner. Inès m'a prise à part et a dit, tu as fait ça. C'était tout toi. Ce soir-là, Marc m'a appelé dans son bureau. Assieds-toi, Amélie. Mon cœur battait la chamade. Quelque chose n'allait pas? Je te promeux directrice artistique, a-t-il dit simplement. Avec effet immédiat. Ton salaire passe à 75 000 €. Tu es la plus jeune personne à détenir ce titre dans l'histoire de cette agence. Tu l'as mérité. Je ne pouvais pas parler. Je suis restée assise là, submergée, pendant qu'il m'expliquait les nouvelles responsabilités et opportunités. À 28 ans, j'étais passée de freelance dans mon appartement à directrice artistique dans une grande agence en moins d'1 an. Cette nuit-là, j'ai appelé Angélique pour la remercier des preuves concernant Thomas. Je les garde, lui ai-je dit. Mais je n'ai pas décidé quoi en faire. Tu n'as pas besoin de vengeance, a dit Angélique sagement. Tu gagnes déjà. Tu construis quelque chose de réel. C'est mieux que n'importe quelle confrontation. Elle avait raison. J'avais l'impression d'avoir dépassé le besoin de prouver quoi que ce soit à ma famille. Ma vie était pleine et réussie sans eux. 2 semaines plus tard, je travaillais tard au bureau, affinant des concepts pour le déploiement de Vertex. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu distraitement, concentré sur mon écran. Amélie? Une voix de femme froide et tranchante. Oui, c'est Sophie, la femme de Thomas. J'ai arrêté ce que je faisais. D'accord. Je ne sais pas ce que tu penses faire, a-t-elle dit, son ton dégoulinant de mépris. Mais Élise a dit à toute la famille qu'elle t'a vu à Lyon prétendant être une sorte de grande professionnelle, affirmant que tu dirigeais une présentation importante. Mon estomac s'est serré. Je ne prétendais pas. J'ai dirigé une présentation. Thomas a vérifié. Il n'y a aucune trace de toi travaillant dans une entreprise légitime. Nous savons que tu mens sur le fait d'avoir un travail chic pour te faire bien voir. C'est pathétique, Amélie. Tu as clairement besoin d'aide professionnelle. Inventer des histoires pour attirer l'attention est un signe de problème sérieux. J'ai réalisé ce qui s'était passé. Thomas avait probablement cherché mon nom dans la mauvaise agence ou fait une recherche internet bâclée. Il n'avait rien trouvé et avait supposé que je mentais plutôt que d'envisager qu'il avait cherché au mauvais endroit. Je pouvais la corriger tout de suite. Je pouvais lui donner le nom de mon agence. Tout prouver. Mais soudain, j'ai vu une opportunité différente. Je les ai laissés croire que je mentais. Pense ce que tu veux, Sophie, ai-je dit calmement. Ça m'est vraiment égal. J'ai raccroché. Au cours du mois suivant, j'ai observé à distance ma famille répandre des rumeurs sur moi. Élise postait des mises à jour vagues sur les réseaux sociaux à propos de membres de la famille qui fabriquent des vies entières pour attirer l'attention et l'importance d'obtenir de l'aide pour les gens qui ont perdu le contact avec la réalité. Ma mère a apparemment dit aux proches à l'église que je traversais quelque chose de difficile et qu'ils étaient très inquiets pour moi. Mes collègues ont remarqué que je semblais distraite. Julien a demandé si ça allait.
J'ai expliqué brièvement la situation, ne voulant pas déverser tout mon drame familial sur eux. Ils étaient outrés pour moi. Quand vas-tu leur dire la vérité, a demandé Julien. Inès, plus mesurée, a demandé, qu'est-ce que tu attends? J'y ai réfléchi. Le bon moment. Quand ça fera le plus mal. 3 mois ont passé. L'hiver a laissé place au printemps. Mon travail sur la campagne Vertex dépassait les attentes de tout le monde. Le rebranding a été lancé publiquement en avril avec un succès retentissant dans toute l'industrie. Des panneaux d'affichage ont été installés dans les grandes villes. Les campagnes en ligne sont devenues virales. Les publications technologiques ont écrit des articles élogieux sur la nouvelle direction audacieuse de Vertex. Et mon nom était surtout. Amélie Dubois, designer principal, directrice artistique chez Sterling et Associés. La campagne a remporté un prix de l'industrie en mai. Je me tenais sur scène lors de la cérémonie dans une salle de bal d'un hôtel parisien, acceptant le trophée aux côtés de marqués de l'équipe. La presse spécialisée a publié des photos. Les blogs marketing ont écrit des articles de fond. Un magazine, une publication majeure de l'industrie, m'a contacté pour m'interviewer pour leur numéro sur les étoiles montantes de la publicité. L'article a été mis en ligne un mercredi matin. Il incluait mon nom complet, ma photo, toute mon histoire sur mes débuts en freelance et mon ascension, et des citations de marques sur mon talent et mon éthique de travail. Ce matin-là, j'étais dans la cuisine du bureau en train de faire du café quand mon téléphone a sonné. Le numéro de ma mère, un nouveau que je n'avais pas encore bloqué. J'ai répondu. Allô? Amélie. Sa voix était étrange, serrée. J'ai besoin que tu m'expliques quelque chose. Quoi? Quelqu'un à l'entreprise de ton père vient de lui montrer un article sur toi. À propos d'un prix de publicité et d'un travail à Paris. Je n'ai rien dit. Est-ce que c'est réel, a-t-elle exigé. Est-ce que tu travailles vraiment dans cette agence? Est-ce que toute cette histoire est vraie? Oui, maman. Tout est vrai. C'est vrai depuis plus d'1 an. Silence, puis doucement, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai failli rire. Quand vous l'aurais-je dit? Quand tu as appelé pour demander de l'argent? Quand Thomas m'a envoyé un SMS pour me traiter d'égoïste? Quand papa a dit que je n'avais aucune motivation? Quand aurait été le bon moment? Les gens posent des questions, a-t-elle dit, la voix se brisant légèrement. C'était là. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait, juste une inquiétude pour les apparences et un désir de tout balayer sous le tapis. Les gens posent des questions, ai-je répété lentement. Tu es embarrassée. C'est ça qui t'inquiète. Amélie, s'il te plaît. Je vais y réfléchir, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mais j'avais déjà pris ma décision. J'allais à cette fête, mais pas pour faire la paix. J'allais m'assurer qu'ils comprennent enfin exactement ce qu'ils avaient perdu. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai reçu des messages de divers membres de la famille, chacun plus surréaliste que le dernier. Mon père a envoyé un SMS, nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Viens célébrer avec nous. Comme s'il ne m'avait pas dit que je manquais de motivation quelques mois plus tôt. Thomas a envoyé, et Serette, j'ai vu ton article. C'est vraiment cool. On se rattrape bientôt. Décontracté et amical, comme s'il ne m'avait pas humilié devant 50 personnes et volé mon travail. Ma tante Caroline a appelé et laissé un message vocal, ma chérie, nous avons toujours su que tu réussirais tôt ou tard. Hâte de te voir à la fête du petit Léo. Ce sera comme au bon vieux temps. Chaque message réécrivait l'histoire. Effaçait la cruauté. Prétendait que l'humiliation n'avait jamais eu lieu. Il voulait accéder à mon succès maintenant. Voulait se prélasser dans la gloire reflétée. Voulait dire à leurs amis que leur fille, sœur, nièce travaillait dans la publicité à Paris. J'ai montré les messages à Inès pendant le déjeuner un jour. Elle les a lus avec une fureur croissante, son expression normalement composée s'assombrissant. Ils veulent t'utiliser, a-t-elle dit brutalement. Ils ne te valorisaient pas quand ils pensaient que tu ne valais rien. Maintenant ils veulent te revendiquer parce que tu as réussi. Ne les laisse pas faire. Je vais à la fête, ai-je dit. Elle a eu l'air surprise. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'entendre la vérité. Ils ont besoin de comprendre ce qu'ils ont fait, et ils ont besoin de l'entendre devant tout le monde, de la même manière qu'ils m'ont humilié.
Inès m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête lentement. D'accord, mais sois prudente. Assure-toi de faire ça pour les bonnes raisons. J'ai pensé à son avertissement. Était-ce de la vengeance? Peut-être en partie, mais c'était aussi une conclusion. C'était tracer une ligne. C'était refuser de les laisser réécrire notre histoire. J'ai répondu oui pour la fête. Ma mère a appelé immédiatement, sa voix inondée de soulagement. Oh, Amélie, merci. Tout le monde sera si heureux de te voir. Cela signifie tellement pour la famille. Je serai là, ai-je dit simplement. La fête était prévue pour un samedi après-midi fin mai. J'ai pris ma journée. J'ai conduit de Paris aux Yvelines, une route que j'avais faite 1000 fois auparavant, mais qui semblait maintenant étrange et lointaine. Je portais une robe bleu marine élégante, des bijoux discrets, je me comportais avec l'assurance que j'avais gagnée au cours de l'année passée. Je suis arrivé exactement à l'heure. La maison de mes parents semblait la même, familière et étrangère tout à la fois. Des voitures bordaient la rue. Je pouvais entendre de la musique et des voix depuis le jardin. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai sonné. Ma mère a ouvert et pendant un moment nous nous sommes juste regardés. Elle avait vieilli, ai-je remarqué, plus de gris dans ses cheveux, des rides plus profondes autour des yeux. Amélie, a-t-elle dit, m'attirant dans une étreinte serrée. Je n'ai pas rendu l'étreinte. Merci d'être venu. S'il te plaît, ne mentionnons rien de désagréable aujourd'hui. C'est le jour de Léo. J'ai hoché la tête sans m'engager et je suis entré. La maison était pleine de monde. Famille élargie, collègues de Thomas, voisins, amis de mes parents. Tout le monde s'est retourné quand je suis entré, la reconnaissance et la curiosité sur leur visage. Le bruit avait clairement couru sur ma carrière. Je n'étais plus la déception de la famille. J'étais la curiosité de la famille. Mon père s'est approché, la main tendue pour une poignée de main formelle. Content de te voir, ma chérie. Thomas est venu avec Sophie, qui tenait Léo, 1 an, dans ses bras. Amélie, content que tu aies pu venir. Voici notre fils. Il agissait comme si rien ne s'était jamais passé. Comme si son introduction cruelle à sa fête de promotion était de l'histoire ancienne. Oubliée, non pertinente. Les gens m'approchaient tout au long de l'après-midi. Nous avons entendu parler de ta grande campagne. Tu dois avoir tellement de succès. Thomas nous disait justement à quel point la famille est fière. Chaque commentaire me crispait un peu plus la mâchoire. Je souriais poliment, donnais des réponses vagues, regardais ma famille construire un nouveau récit en temps réel. Thomas continuait d'orienter les conversations, s'insérant dans les histoires sur ma carrière, laissant entendre à quel point il avait toujours été un soutien. Élise évitait tout contact visuel, restant de l'autre côté du jardin dès que j'étais proche. Après environ 1 heure, Thomas s'est levé sur la terrasse arrière et a demandé l'attention de tous. Le jardin s'est tu. Il avait Léo dans ses bras, l'image de la paternité réussie. Je veux juste remercier tout le monde d'être venu célébrer le premier anniversaire de Léo, a-t-il dit, sa voix portant à travers la pelouse. Cette année passée a été incroyable, devenir père, regarder ma famille grandir, avoir tout ce que nous aimons autour de nous. Elle m'a regardé directement. Je suis particulièrement heureux que ma sœur ait pu être ici aujourd'hui. Nous avons toujours été proches, et la famille signifie tout pour moi. Le mensonge était trop flagrant, c'était trop. J'ai senti quelque chose en moi craquer. Je me suis levé. En fait, ai-je dit, ma voix claire et stable. J'aimerais dire quelques mots. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père avait l'air alarmé, mais tous les autres hochaient la tête de manière encourageante, supposant que j'allais porter un toast fraternel et doux. J'ai marché jusqu'au centre du jardin, me tenant là où tout le monde pouvait me voir. Il y a 18 mois, ai-je commencé, je suis venu à une fête dans cette maison, la fête de promotion de Thomas. Et devant tout le monde ici réuni, Thomas m'a présenté comme ça. J'ai fait une pause, regardant chaque membre de la famille. Il a dit, voici ma sœur Amélie. Pas de diplôme, pas d'avenir, elle vit juste au crochet de la famille. Et tout le monde a ri. Mes parents ont ri. Ma tante a ri. Mes cousins ont ri. Les collègues de Thomas ont ri. Le jardin était devenu complètement silencieux. Les gens avaient l'air mal à l'aise, remuant sur leur siège.
Le visage de Thomas devenait rouge. Je suis sorti ce soir-là, ai-je continué. J'ai dit que c'était la dernière fois que l'un d'entre vous me verrait, et je le pensais. Pendant 18 mois, aucun de vous n'a appelé pour s'excuser. Aucun de vous n'a vérifié si j'allais bien. Aucun de vous n'a reconnu ce qui s'était passé. Ma mère a commencé à parler. J'ai levé la main. Laisse-moi finir. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai abandonné mes études pour sauver cette famille. Quand papa a fait sa crise cardiaque, quand l'entreprise coulait, j'ai quitté l'école. J'ai travaillé 3 boulots pour payer les factures médicales. J'ai renoncé à mon éducation pour que Thomas puisse finir son master. J'ai sacrifié mon avenir pour cette famille. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les fichiers qu'Angélique m'avait donnés. Et puis Thomas m'a demandé de concevoir des supports de présentation pour lui. Je l'ai fait comme une faveur. Il a dit à son patron qu'il les avait conçus lui-même. Il a reçu des félicitations pour ça. C'était une des raisons pour lesquelles il a eu sa promotion. La promotion que nous célébrions ce soir-là. J'ai les preuves juste ici. Email, fichier, horodatage, tout. J'ai levé mon téléphone, commencé à le faire passer. Les gens regardaient les preuves, puis Thomas. Son visage était écarlate maintenant, Sophie le fixait sous le choc. J'ai reconstruit ma vie sans aucun de vous, ai-je dit. J'ai déménagé à Paris. J'ai été embauché par une grande agence de publicité. J'ai dirigé la campagne qui a gagné un prix de l'industrie. Je suis directrice artistique maintenant, je gagne 75 000 € par an. J'ai fait tout ça seul, sans aucune aide de cette famille. J'ai regardé chacun d'eux. Ma mère, mon père, Thomas, Élise, tout le monde. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous donner une dernière chance, pour vous excuser, pour reconnaître ce qui s'est passé, pour me montrer que vous comprenez à quel point vous m'avez blessé. Ma voix était stable, mais des larmes coulaient sur mon visage maintenant. Mais tout ce que vous avez fait, c'est faire semblant. Vous n'êtes pas fier de moi. Vous êtes embarrassé d'avoir eu tort à mon sujet. Vous ne voulez pas de relation. Vous voulez l'apparence d'une relation. Le silence était absolu. Ma mère avait des larmes qui coulaient sur son visage. Mon père avait l'air abattu. Thomas ne pouvait pas croiser mon regard. Je vous pardonne, ai-je dit doucement. Je me suis tourné et j'ai marché vers le portail. Derrière moi, le chaos a éclaté. Ma mère appelait mon nom. Les gens parlaient tous en même temps. J'ai entendu la voix de Sophie s'élever contre Thomas, exigeant des explications. Ma mère m'a rattrapé à ma voiture. Amélie, s'il te plaît, ne pars pas. On peut arranger ça. Je me suis tourné pour lui faire face. Maman, je t'aime, mais je mérite mieux que ça. J'ai toujours mérité mieux. Nous sommes désolés, a-t-elle dit en pleurant ouvertement. Maintenant nous sommes tellement désolés. S'il te plaît, ne pars pas, j'ai secoué la tête doucement. Je suis déjà parti il y a 18 mois. Vous ne l'aviez juste pas remarqué. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Cette fois, je ne fuyais pas blessé. Je m'éloignais guéri. Le trajet de retour vers Paris semblait différent de tous les trajets que j'avais jamais faits. Mes mains étaient stables sur le volant. Mon cœur, bien que lourd, semblait plus léger d'une certaine manière. J'avais dit ce qui devait être dit. J'avais tracé la limite qui devait être tracée. Mon téléphone vibrait constamment sur le siège passager, mais je ne l'ai pas regardé avant d'être garé en sécurité devant mon appartement de Montreuil 2 heures plus tard. 17 appels manqués. 32 SMS. Je les ai fait défiler brièvement. De maman, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. De papa, tu as embarrassé cette famille aujourd'hui. Ce que tu as fait était inacceptable. De Thomas, tu n'avais pas le droit de parler de cette histoire de design. Tu me fais passer pour quoi au travail, même en crise, même après avoir été exposé. Il ne s'inquiétait que de lui-même. Il y avait un message qui m'a surprise, cependant. De Sophie. Je ne savais pas pour les designs. Je ne savais pas pour beaucoup de choses. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit au téléphone. Tu ne méritais pas ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis rentré, je me suis changé pour mettre des vêtements confortables et j'ai commandé à manger. Puis j'ai appelé Inès. Comment ça s'est passé,
a-t-elle demandé immédiatement. Je leur ai tout dit devant tout le monde. Et je suis parti. J'ai dit ce que j'avais à dire et je suis parti. Il y a eu une pause. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Libre. Les semaines suivantes ont été calmes. Ma famille a arrêté d'appeler après les premiers jours. Je me demandais s'ils avaient enfin accepté ma décision ou s'ils se regroupaient simplement. Quoi qu'il en soit, le silence était un soulagement. Le travail est devenu mon centre d'intérêt et mon sanctuaire. La campagne Vertex performait au-delà des projections, et nous avions commencé à recevoir des demandes d'autres grandes entreprises technologiques qui avaient vu notre travail. Marc continuait de me confier de plus gros projets, me faisant confiance avec plus de responsabilités. En juin, j'ai rencontré Pierre lors d'une exposition photo dans le Marais. C'était un photographe freelance qui exposait une série sur les paysages urbains. Nous avons commencé à parler de composition et d'espace négatif, et 3 heures plus tard, nous avons réalisé que la galerie fermait. Il m'a demandé mon numéro. Je le lui ai donné. Notre premier rendez-vous a été un café qui s'est transformé en dîner, qui s'est transformé en promenade dans la ville jusqu'à minuit à parler de tout et de rien. Il était gentil, attentionné, sincèrement intéressé par mon travail. Quand je lui ai parlé prudemment de ma situation familiale, il n'a pas essayé de la réparer ou de la minimiser. Il a juste écouté. Ça a demandé du courage, a-t-il dit simplement. De te défendre comme ça. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. L'été est passé dans un flou de bonnes choses. Ma relation avec Pierre s'est approfondie. Mes amitiés au travail se sont renforcées. Julien et moi avons commencé une tradition de brunch le dimanche. Inès est devenue plus qu'un mentor. Elle est devenue une vraie amie, quelqu'un que je pouvais appeler à minuit quand j'étais anxieuse à propos d'un pitch, quelqu'un qui me disait la vérité même quand c'était dur à entendre. En août, Marc m'a appelé dans son bureau. Assieds-toi, Amélie. Mon cœur a bondi. J'avais appris que ces conversations pouvaient aller dans les deux sens. Il a souri. Je te promeux encore. Directrice artistique senior. Ton salaire est maintenant de 90 000 €. Tu l'as mérité 10 fois. J'avais 29 ans et je gagnais plus d'argent que je n'avais jamais imaginé possible. Plus que Thomas, ai-je réalisé avec une petite satisfaction privée. Un soir de début septembre, je suis rentré à la maison pour trouver une épaisse enveloppe dans ma boîte aux lettres. L'adresse de retour était la maison de mes parents dans les Yvelines. Mon premier instinct a été de la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a fait la rentrer. Je me suis assise sur mon canapé pendant 10 minutes à regarder l'enveloppe. Finalement, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre, longue de 8 pages, écrite à la main sur le papier à lettres de ma mère. Chère Amélie, commençait-elle. Je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais pas si j'ai le droit de te le demander, mais je dois essayer d'expliquer, et plus important encore, je dois m'excuser. J'ai continué à lire. Elle écrivait qu'elle avait constamment réfléchi depuis la fête de Léo, à mon discours, à mes accusations, à tout ce que j'avais dit. Elle écrivait qu'elle avait repassé en revue de vieilles photos et calendriers, reconstruisant ces années où j'avais abandonné l'école, et elle avait été horrifiée de réaliser combien j'avais sacrifié et combien peu il l'avait reconnu. Tu avais 22 ans, écrivait-elle. Tu aurais dû étudier, aller à des fêtes, découvrir ta vie. Au lieu de cela, tu travaillais 3 boulots pour sauver notre famille, et nous t'avons laissé faire. Nous avons pris ton sacrifice pour acquis, et ensuite nous t'avons puni pour les conséquences de ce sacrifice. Elle a écrit sur la fête de promotion de Thomas, sur le fait d'avoir entendu mes mots et d'avoir ri avec tout le monde sans penser à ce qu'elle faisait. J'étais si fier de Thomas ce soir-là. Il avait travaillé dur pour sa promotion. Mais tu avais travaillé dur aussi, d'une manière que nous n'avions jamais reconnue. Et au lieu de vous célébrer tous les deux, j'ai participé à t'humilier. J'ai ri de ma propre fille. Je le regretterai pour le reste de ma vie. Elle a écrit sur les mois de silence, sur la façon dont il s'était convaincu que je surréagissais, que j'étais dramatique, que je faisais un caprice. On se disait que tu reviendrais quand tu serais calmé. On se disait que ce n'était pas si grave. Nous avions tort. C'était grave. Ce que Thomas a dit était cruel. Ce que nous avons fait en riant était plus cruel, et ce que nous avons fait depuis, en essayant de prétendre que ça n'était jamais arrivé, était le pire de tout.
Elle a écrit sur la lecture de l'article concernant mon prix, sur la réalisation que j'avais construit toute une carrière réussie dont il ne savait rien. J'étais fier quand je l'ai lu, mais ensuite j'ai eu honte parce que j'ai réalisé que je n'avais aucun droit d'être fier. Je ne t'avais pas soutenu. Je n'avais pas cru en toi. Je n'avais pas gagné le privilège de célébrer ton succès. Elle s'est excusée d'avoir appelé pour demander de l'argent, d'avoir essayé de me faire venir à la baby shower comme si tout allait bien, d'avoir répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais mentalement instable. Nous ne pouvions pas accepter que tu aies réellement réussi sans nous. C'était plus facile de croire que tu mentais que d'affronter le fait que nous nous étions complètement trompés sur toi. La lettre continuait sur 8 pages. De vraies excuses, assumant la responsabilité, pas d'excuses bidons, pas de diversion, juste la vérité. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, concluait-elle. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré. Pas vraiment des larmes de tristesse, quelque chose de plus compliqué. Le deuil de ce qui aurait pu être, le soulagement qu'elle comprenne enfin, la gratitude qu'elle ait écrit la lettre, et toujours en dessous de tout ça, la colère que ça ait pris autant de temps. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps pour traiter, mais j'ai gardé la lettre. Une semaine plus tard, une autre enveloppe est arrivée. Celle-ci de Thomas, plus courte, seulement 2 pages, mais similaire dans le ton. Amélie, j'ai beaucoup réfléchi depuis la fête de Léo. En fait depuis bien avant ça. Mais je n'étais pas honnête avec moi-même. Angélique est venue me voir après que tu as exposé le vol des designs. Elle a démissionné et a raconté toute l'histoire à nos associés. Il y a eu une enquête. J'ai reçu un blâme formel. Je suis passé très près d'être viré. Je suis en probation maintenant. Et j'ai mérité tout ça. J'ai volé ton travail. Je me suis attribué le mérite de ton talent. Et pire, je me suis moqué de toi publiquement pour ne pas avoir le succès que je t'avais littéralement volé. J'étais jaloux. J'ai toujours été jaloux de toi, en fait. Tu es naturellement créative d'une manière que je n'ai jamais été. Tu crées de belles choses. Je fais juste des tableaux Excel. Quand tu as abandonné pour aider papa, une partie de moi était soulagée parce que ça voulait dire que je serais toujours celui qui réussit par défaut. C'est une chose terrible à admettre, mais c'est vrai. J'ai construit ma carrière en partie sur ton sacrifice et en partie sur ton travail volé. Et ensuite j'ai eu l'audace de te traiter de parasite. J'ai honte. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas assez. Et je sais que tu ne me dois pas le pardon, mais j'avais besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai fait maintenant. J'essaie d'être meilleur pour Léo. Si rien d'autre, je veux qu'il grandisse en voyant son père prendre ses responsabilités, traiter les gens avec respect, valoriser ceux qui comptent. J'ai échoué à tout ça avec toi. Je suis désolé, Thomas. J'ai lu sa lettre 2 fois. Elle semblait sincère, mais je n'étais toujours pas prête à répondre. J'ai montré les 2 lettres à Pierre un soir au dîner dans mon appartement. Il les a lues attentivement, puis m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut croire qu'ils ont changé. Une partie de moi pense qu'il est trop tard. Peut-être que c'est les 2, a dit Pierre doucement. Peut-être qu'ils ont changé et peut-être qu'il est trop tard pour que les choses redeviennent comme avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chemin possible. Juste un chemin différent. J'ai pensé à ces mots pendant des jours. Finalement, j'ai répondu à ma mère. Pas une longue lettre, juste une page. Maman, merci pour ta lettre. Merci d'avoir enfin été honnête sur ce qui s'est passé. J'apprécie cela plus que tu ne le penses. Je ne suis pas encore prête pour une relation. Je ne le serai peut-être pas avant longtemps, peut-être des années. Mais j'apprécie tes excuses et je suis ouverte à la possibilité de reconstruire quelque chose de nouveau, éventuellement. Ça ne peut pas être ce que c'était avant. Ça doit être différent, construit sur l'honnêteté et le respect. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. Mais je ne ferme pas complètement la porte. J'espère que tu comprends, Amélie. Je l'ai envoyé. Puis j'ai essayé d'avancer dans ma vie. L'automne est venu, puis l'hiver. Ma mère envoyait des emails occasionnels. Jamais insistants, juste de petites mises à jour sur sa vie. Papa avait commencé une thérapie. Thomas travaillait sur lui-même. Léo marchait maintenant. Je lui manquais, mais elle respectait mes limites.
Je ne répondais pas à la plupart, mais je les lisais tous. La lettre de Thomas, je l'ai laissée sans réponse. Je n'étais pas encore prête pour ça. Le travail continuait de prospérer. En novembre, j'étais assise dans mon bureau à revoir des concepts pour une nouvelle campagne quand Marc a frappé à ma porte. « Tu as une minute ?» « Toujours. » Il s'est assis, l'air presque nerveux. « Les associés veulent te voir. » Salle de conférence, maintenant. Mon estomac a chuté. Quelque chose ne va pas? Vas-y juste, a-t-il dit, mais il souriait. J'ai marché jusqu'à la salle de conférence sur des jambes flageolantes. Les 3 associés qui possédaient l'agence étaient assis à la table. Ils se sont levés quand je suis entré. Amélie, a dit chaleureusement l'associé senior, une femme nommée Catherine. Assieds-toi, je t'en prie. Je me suis assise. Nous avons observé ton travail de très près, a-t-elle continué. Tes campagnes ont amené 5 clients majeurs l'année dernière. Tu as mentoré les designers juniors brillamment. Tu as représenté cette agence lors d'événements de l'industrie avec professionnalisme et perspicacité. Pour dire les choses simplement, tu nous es devenu indispensable. Elle a glissé un dossier sur la table. Nous aimerions t'offrir le poste de directrice de création. Cela vient avec un salaire de 115 000 €, un intéressement aux bénéfices et un siège à nos réunions de direction créative. Tu serais la plus jeune directrice de création dans les 30 ans d'histoire de notre agence. Je ne pouvais pas respirer. Directrice de création à 29 ans. Nous avons besoin d'une réponse d'ici la fin de la semaine, a dit Catherine. Mais j'espère que tu diras oui. J'ai retrouvé ma voix. Oui, je dis absolument oui. Ils ont souri, se sont levés, m'ont serré la main. Bienvenue à la direction, Amélie. Ce soir-là, j'ai célébré avec ma famille choisie, Pierre, Julien, Inès, Lucas et Marc. Nous sommes allés dans un restaurant à Saint-Michel, avons bu trop de vin, ri jusqu'aux larmes. Ces gens qui m'avaient vu au plus bas et m'avaient aidé à devenir la meilleure version de moi-même, qui avaient cru en moi quand ma propre famille ne le pouvait pas. C'était ma famille maintenant, et c'était très bien comme ça. 1 an après avoir quitté la fête d'anniversaire de Léo, j'étais une personne complètement différente vivant une vie complètement différente. Pas différente de la manière qui se voyait en surface, bien qu'il y en ait eu plein. Différente de la manière qui comptait. J'avais appris à me valoriser. J'avais appris que l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour. J'avais appris que s'éloigner de la toxicité n'est pas abandonner. C'est se choisir soi-même. Mon appartement à Montreuil s'était transformé en un vrai foyer. Pierre avait emménagé 6 mois plus tôt et soudain l'espace qui avait toujours semblé temporaire est devenu permanent. Ces photographies étaient accrochées au mur à côté de mon travail de design. Nos livres se mélangeaient sur les étagères. Nous avions des routines, des blagues privées, une vie ensemble qui semblait solide et réelle. Le travail était extraordinaire. En tant que directrice de création, je dirigeais une équipe de 12 designers et directeurs artistiques supervisant des campagnes pour certaines des plus grandes marques du pays. Le rebranding de Vertex avait ouvert des portes que je n'avais jamais imaginées possibles. Entreprise technologique, marque de mode, association, tout le monde voulait Sterling et associés, et spécifiquement, il me voulait moi. J'avais été présenté dans 3 publications majeures de l'industrie. J'avais parlé à des conférences. J'avais mentoré de jeunes designers qui me rappelaient moi-même, affamés et talentueux, et ayant juste besoin que quelqu'un croie en eux. Un jeudi fin mai, j'étais à mon bureau en train de revoir un pitch deck quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a fait regarder. Bonjour Amélie. C'est Sophie, la femme de Thomas. Je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis la fête de Léo l'année dernière. Je te contacte parce que c'est l'anniversaire de Thomas le mois prochain, et je prévois un petit dîner, juste la famille. Je voulais t'inviter personnellement. Pas de pression, pas d'attente. Je comprends si tu n'es pas prête, mais l'invitation est sincère. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis je l'ai montré à Inès, qui était passée à mon bureau pour une revue créative. Elle l'a lu et m'a regardé. Qu'est-ce que ton instinct te dit? Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut y aller. Une partie de moi pense que c'est trop tôt. Qu'est-ce qui allait accomplirait, a-t-elle demandé. J'ai réfléchi. Peut-être une conclusion.
Peut-être voir si quelque chose a vraiment changé. Et si rien n'a changé, alors je pars à nouveau. Mais au moins je saurai pour de bon. J'ai répondu à Sophie, merci pour l'invitation. Je vais y réfléchir et je te dirai. Au cours de la semaine suivante, j'ai pensé à peu d'autres choses. J'ai parlé à Pierre, qui soutenait quoi que je décide. J'ai parlé à Julien, qui était sceptique mais compréhensif. J'ai même appelé ma thérapeute, une femme nommée docteur Sarah Cohen, que j'avais commencé à voir 6 mois plus tôt. De quoi avez-vous peur, a demandé docteur Cohen pendant notre séance. Qu'il n'ait pas vraiment changé. Que ce soit la même dynamique juste avec de meilleurs mots. Que je sois blessé à nouveau. Et qu'espérez-vous? Honnêtement, j'espère qu'ils ont vraiment fait le travail, qu'ils ont réfléchi et grandi, que peut-être nous pouvons construire quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas ce que nous avions avant. Cela semble être des espoirs raisonnables. Pouvez-vous vous protéger s'ils ne sont pas satisfaits? Oui, ai-je dit, et je le pensais. Je peux partir. Je sais comment partir maintenant. J'ai envoyé un SMS à Sophie. Le dîner était prévu pour un samedi soir à la mi-juin chez Thomas et Sophie à Neuilly. J'ai conduit depuis Paris avec Pierre, à qui j'avais demandé de venir avec moi pour me soutenir. Il m'a tenu la main tout le trajet. Si tu veux partir à n'importe quel moment, a-t-il dit, on part. Pas de question. La maison de Thomas et Sophie était belle, une meulière rénovée dans un beau quartier. Des jouets d'enfants parsemaient le jardin de devant. Des carillons éoliens pendaient au porche. Sophie a ouvert la porte. Elle avait l'air nerveuse. Amélie, merci d'être venue. Et vous devez être Pierre. Elle nous a fait entrer. La maison était chaleureuse, habitée, remplie de photos de Léo à différents stades de sa courte vie. J'ai ressenti un pincement, réalisant que j'avais manqué tous ces moments. Mes parents étaient déjà là, assis dans le salon. Ils se sont levés quand je suis entré. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes immédiatement. Amélie, a-t-elle dit, la voix se brisant. Maman, papa. Je les ai étreints tous les deux brièvement, raidement. Thomas est sorti de la cuisine portant un tablier, l'air incertain. Salut, Amélie. Content que tu sois venue. Nous nous sommes assis pour dîner autour d'une table dans leur salle à manger. C'était gênant au début. Tout le monde faisait trop attention à ses mots. Personne ne savait vraiment quoi dire. Léo, maintenant 2 ans, a fourni une distraction bienvenue, babillant et jetant de la nourriture et faisant rire tout le monde. À mi-chemin du repas, mon père s'est raclé la gorge. Amélie, je veux dire quelque chose. Tout le monde s'est tu. Je suis en thérapie depuis 8 mois, a-t-il dit, la voix rauque. Je travaille sur beaucoup de choses. Et une chose que j'ai fini par comprendre, c'est à quel point je t'ai failli. Après ma crise cardiaque, je t'ai demandé de sacrifier ton avenir pour sauver le mien. Et puis je n'ai jamais reconnu ce sacrifice. Je t'ai laissé abandonner ton éducation. Et ensuite je t'ai jugé pour ne pas avoir de diplôme. C'est impardonnable. Je suis profondément désolé. Ma mère a parlé ensuite. Je t'ai écrit une lettre l'année dernière. Je pensais chaque mot, mais j'ai besoin de le dire à voix haute aussi. J'ai échoué en tant que mère. J'ai priorisé les apparences et le confort sur ton bien-être. Quand Thomas t'a humilié à sa fête, j'aurais dû te défendre immédiatement. Au lieu de cela, j'ai ri. Je porterai cette honte pour le reste de ma vie. Je suis désolé, ma chérie. Je suis tellement désolé. Thomas a posé sa fourchette. Je travaille avec un thérapeute aussi. Et j'ai dû affronter des vérités difficiles sur moi-même. J'étais jaloux de toi, Amélie. Toujours. Tu es talentueuse d'une manière que je ne suis pas, créative et courageuse et authentique. J'ai construit mon succès en partie sur ton travail. Et ensuite je me suis moqué de toi pour ne pas avoir de succès. La démission d'Angélique a forcé une enquête dans mon cabinet. J'ai failli être viré. Je suis toujours en probation et j'ai mérité tout ça. Je t'ai volé. Je t'ai trahi. J'ai honte de qui j'étais. J'essaie d'être meilleur, mais je sais que ça n'efface pas les dommages. Je suis désolé. Sophie a parlé en dernier. Je ne te connaissais pas avant l'année dernière. Je savais seulement ce que Thomas m'avait dit,
ce qui était une version biaisée conçue pour le faire bien voir. Quand tu as exposé la vérité à la fête de Léo, j'étais furieuse contre Thomas. Nous avons failli nous séparer. Nous sommes en thérapie de couple depuis 1 an. Il fait le travail maintenant. Il le fait vraiment. Mais je voulais que tu saches que je te vois. Je vois ce qu'ils t'ont fait. Et je suis désolé d'avoir participé à continuer ce mal en t'appelant et en t'accusant de mentir. Tu ne méritais pas ça. Je suis restée assise là à tout absorber. Ces excuses étaient différentes de la lettre. Elles étaient publiques, témoignées, plus difficiles à retirer, et elles semblaient sincères, mais les mots étaient faciles. J'avais besoin de savoir si quelque chose avait fondamentalement changé. J'apprécie tout ça, ai-je dit prudemment. Je l'apprécie, mais je dois être honnête. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous faire confiance encore. La confiance se mérite, et vous avez détruit la mienne. Ces excuses sont un début, mais ce sont juste des mots. J'ai besoin de voir un changement constant sur la durée avant de pouvoir envisager d'avoir une vraie relation avec l'un d'entre vous à nouveau. Mon père a hoché la tête lentement. C'est juste. C'est plus que juste. J'ai besoin de limites, ai-je continué. J'ai besoin de savoir que si je dis non à quelque chose, ce sera respecté. J'ai besoin de savoir que ma carrière et mes choix ne seront pas méprisés ou moqués. J'ai besoin de savoir qu'on ne me demandera pas de me sacrifier pour cette famille à nouveau. Compris, a dit ma mère doucement. Et j'ai besoin que vous compreniez tous autre chose, ai-je dit en regardant chacun d'eux. J'ai construit une belle vie sans vous. J'ai des gens qui m'aiment et me soutiennent. J'ai une carrière dont je suis fier. J'ai un partenaire qui me traite avec respect. Je n'ai plus besoin de cette famille. Je choisis de vous donner une chance parce que je le veux, pas parce que j'en ai besoin. C'est une distinction importante. Les yeux de Thomas étaient rouges. Nous comprenons. Et nous sommes reconnaissants que tu sois même disposé à essayer. La conversation est passée à des sujets plus légers après ça. Ils ont posé des questions sur mon travail et je leur ai parlé des campagnes récentes. Ils ont posé des questions sur Pierre et il les a charmés avec des histoires sur ses projets photos. Ma mère a demandé si j'étais heureuse et j'ai dit oui sincèrement. Nous sommes partis vers 21h. Mes parents m'ont serré dans leurs bras plus longuement cette fois. Thomas a serré la main de Pierre et l'a remercié d'être venu. Sophie nous a raccompagnés à la voiture. Merci de nous donner une chance, a-t-elle dit. Je sais que nous ne le méritons pas, on verra, ai-je dit honnêtement. C'est juste une première étape. Dans la voiture, Pierre a demandé, comment te sens-tu? Prudemment optimiste, ai-je dit. Il semble sincère. Mais j'ai déjà été brûlé. Vas-y doucement, a-t-il dit. Tu ne leur dois rien. Au cours des 6 mois suivants, ma famille a prouvé qu'ils étaient sérieux au sujet du changement. Ma mère envoyait des SMS occasionnels, toujours respectueux de mes limites, ne demandant jamais plus que ce que j'étais prête à donner. Mon père a envoyé un chèque de 40 000 €, le montant qu'il avait calculé que j'avais dépensé pour ses frais médicaux et dans l'entreprise familiale. J'ai failli le renvoyer, mais Pierre m'a convaincu de le garder. Tu as gagné cet argent, a-t-il dit. Tu t'es sacrifié pour eux. Laisse-les faire au moins une réparation financière partielle. J'ai déposé le chèque et je l'ai utilisé comme apport pour un appartement à Montreuil, un investissement dans mon avenir. Thomas me contactait tous les mois, jamais insistant, envoyant des mises à jour sur Léo et ses propres progrès en thérapie. Il avait commencé à faire du bénévolat avec un programme de mentorat pour les jeunes, travaillant avec des gamins intéressés par les carrières commerciales. Il m'a envoyé une photo de lui avec un groupe d'adolescents à un forum des métiers, l'air sincèrement heureux. J'essaie d'être le genre de mentor que j'aurais aimé être pour toi, disait son SMS. Lentement, prudemment, j'ai commencé à les laisser revenir. Pas complètement. Pas au centre de ma vie où ils pourraient me blesser à nouveau, mais à la périphérie où nous pouvions construire quelque chose de nouveau. À Noël cette année-là, j'ai accepté de passer une journée dans les Yvelines avec la famille. Juste une journée, avec Pierre comme tampon. C'était étrange mais pas terrible. Nous avons échangé des cadeaux. Léo, maintenant 2 ans et demi, était fasciné par le matériel de dessin que je lui avais apporté. Ma mère a pleuré quand je lui ai donné une photo encadrée de moi acceptant ma promotion de directrice de création, un rappel visuel du succès que j'avais construit sans eux. Je mets ça dans le salon, a-t-elle dit. Je veux que tous ceux qui visitent la voient.
Je veux qu'il sache à quel point je suis fier de toi. Je n'ai pas corrigé son utilisation du mot fier. J'apprenais à accepter la réalité complexe que les gens pouvaient être sincèrement fiers de vous maintenant, même s'ils vous avaient terriblement failli dans le passé. En mars, près de 2 ans après avoir quitté la fête d'anniversaire de Léo, j'ai reçu une invitation inattendue. Le Festival de la publicité organisait sa cérémonie annuelle de remise de prix à Cannes. Ma campagne Vertex avait été nominée pour la campagne de l'année. Marc m'a appelé dans son bureau pour me le dire. Nous t'envoyons pour représenter l'agence. Tous frais payés. Et Amélie, tu vas gagner. Je sais que tu vas gagner. Tu ne peux pas savoir ça, ai-je dit, mais je souriais. Je reconnais le talent quand je le vois. Tu vas gagner. La cérémonie était un samedi soir en avril. Sterling et Associés a envoyé toute une équipe, Marc, Inès, Julien, Lucas et moi. Pierre est venu comme mon accompagnateur. Nous avons pris l'avion pour Nice, sommes restés dans un bel hôtel, avons passé la journée avant la cérémonie à explorer la côte. La cérémonie de remise des prix se tenait dans une immense salle de bal, des centaines de professionnels de l'industrie en tenue de soirée. Quand ils ont annoncé les nominés pour la campagne de l'année, mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. La salle a explosé d'applaudissements. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai marché vers la scène. Le trophée était lourd dans mes mains, réel et solide. J'ai regardé le public et j'ai vu mon équipe applaudir, Pierre filmer sur son téléphone, des étrangers applaudir mon travail. Au micro, j'ai dit « Merci ». Cette campagne représente tout ce que je crois sur le design. Que le bon travail vient de l'authenticité, de la prise de risque, du fait de s'entourer de gens qui croient en vous. Merci à Marc Bernard d'avoir pris un risque avec moi. Merci à mon équipe chez Sterling de m'avoir poussé à être meilleur. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce voyage. Cela signifie tout. Je suis sorti de scène et j'ai été immédiatement entouré de félicitations, de gens voulant me serrer la main, de photographes prenant des photos. C'était bouleversant et merveilleux. Plus tard ce soir-là, de retour à l'hôtel, j'ai posté une photo de moi avec le trophée sur les réseaux sociaux. J'utilisais rarement Instagram, mais cela valait la peine d'être partagé. En 1 heure, les messages ont commencé à affluer. Collègues de l'industrie, connaissances de l'école à qui je n'avais pas parlé depuis des années, anciens clients, et puis un SMS de ma mère. J'ai vu ton post. Ma chérie, je suis si incroyablement fier de toi. Tu as fait tout ça toute seule. Tu as mérité ça. Félicitations. Pour la première fois, sa fierté ne ressemblait pas à une tentative de réécrire l'histoire ou de s'attribuer du mérite. Cela ressemblait à un bonheur sincère pour mon succès. J'ai répondu « Merci, maman ». Ça compte beaucoup. C'était un petit moment, mais il comptait. Nous construisions quelque chose de nouveau. Lentement, prudemment, mais sincèrement. 6 mois après avoir gagné le prix de la campagne de l'année, j'étais assise dans mon bureau chez Sterling et Associés un jeudi après-midi quand Catherine, l'associée senior, a frappé à ma porte. « Tu as 1 minute ?» « Bien sûr. » Elle s'est assise, l'expression sérieuse, mais pas méchante. « Amélie, je vais être directe parce que je pense que tu apprécies la franchise. Nous voulons faire de toi une associée junior. Nous t'offrons une part dans l'agence, un siège à la table exécutive, et un salaire de 150 000 €. Tu l'as mérité 10 fois. Qu'en dis-tu ? Je ne pouvais pas parler. À 30 ans, on m'offrait un partenariat dans une grande agence de publicité. 6 ans après que ma famille m'ait traité de moins que rien. 3 ans après être sorti de la fête de promotion de Thomas avec rien d'autre que ma dignité, je réussissais au-delà de tout ce que j'avais imaginé possible. Oui, ai-je finalement réussi à dire. Absolument, oui. Catherine a souri. Bien. Bienvenue au partenariat, Amélie. Tu l'as mérité. Ce soir-là, Pierre et moi avons célébré avec un dîner dans notre restaurant préféré de Montreuil. Nous avions emménagé dans notre nouvel appartement 3 mois plus tôt, un magnifique 3 pièces avec briques apparentes et de grandes fenêtres donnant sur une rue bordée d'arbres. Cela ressemblait à un foyer d'une manière que nulle part ailleurs ne l'avait jamais été. Je suis fier de toi, a dit Pierre en levant son verre de vin. Pas seulement pour le partenariat, bien que ce soit incroyable. Je suis fier de la façon dont tu as reconstruit ta vie. Comment tu as pardonné sans oublier,
comment tu as laissé ta famille revenir sans les laisser te blesser à nouveau? Je n'aurais pas pu le faire sans toi, ai-je dit. Honnêtement, tu aurais pu, a-t-il corrigé doucement. Mais je suis content que tu n'aies pas eu à le faire. La relation avec ma famille avait continué d'évoluer. Nous n'étions pas proches, pas de la façon dont certaines familles le sont, mais nous avions trouvé un rythme qui fonctionnait. Dîners mensuels, appels téléphoniques occasionnels, limites que tout le monde respectait. Ma mère avait arrêté d'essayer de réécrire l'histoire. Mon père avait arrêté de donner des conseils non sollicités. Thomas avait arrêté de s'attribuer le mérite de choses qui n'étaient pas à lui. Ils avaient fait le travail lentement, imparfaitement, mais sincèrement, et j'avais fait mon propre travail aussi. Apprendre à laisser de la place à la fois pour la blessure qu'ils avaient causée et l'effort qu'ils faisaient. Maintenant, un samedi d'octobre, je conduisais vers les Yvelines pour la fête du 3e anniversaire de Léo. Cette fois, j'y allais seul. Pierre était en déplacement pour le travail, mais je me sentais bien d'y aller seul. Cela semblait être une preuve significative de guérison réelle. La fête était dans le jardin de Thomas et Sophie, décorée avec des ballons et des serpentins sur le thème des super-héros. Léo était devenu un enfant doux et énergique qui m'appelait Tata Amélie et me montrait chaque jouet qu'il possédait. Pendant la fête, je me suis retrouvé debout à côté de Thomas près du barbecue. Nous avons regardé Léo jouer avec ses cousins dans un silence confortable pendant un moment. « Je peux te dire quelque chose » a dit Thomas doucement. « Bien sûr. Je suis reconnaissant que tu sois sorti de ma fête de promotion ce soir-là. » Je l'ai regardé, surprise. « Je suis sérieux » a-t-il continué. « Ce que je t'ai dit était l'une des pires choses que j'ai jamais faites. Et si tu n'étais pas parti, si tu avais juste accepté et que tu étais resté, je n'aurais jamais eu à affronter quel genre de personne j'étais devenu. Ton départ m'a forcé à me regarder en face. Ça nous a tous forcés à nous regarder. Je déteste t'avoir blessé à ce point, mais je suis reconnaissant que ta réaction ait été assez forte pour nous faire changer. Je ne savais pas quoi dire. Tu t'es sauvé toi-même, a dit Thomas. Mais d'une manière bizarre, tu m'as sauvé aussi. Tu m'as montré à quoi ça ressemble d'avoir des limites, d'exiger le respect, de se choisir soi-même. C'est une leçon que j'essaie d'enseigner à Léo maintenant. Qu'il n'a jamais à rester dans des situations où il n'est pas valorisé. Je suis contente que tu aies appris de ça, ai-je finalement dit. Je le suis vraiment. Moi aussi. Ce soir-là, en rentrant à Montreuil, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des 3 dernières années. L'humiliation, la douleur, la décision de partir, la reconstruction, le succès, la réconciliation prudente, tout cela m'avait mené ici, à une vie que j'aimais sincèrement. J'ai pensé à la fille que j'avais été à 22 ans, abandonnant l'école pour sauver sa famille, croyant que le sacrifice égalait l'amour. J'ai pensé à la femme que j'avais été à 27 ans, pleurant dans sa voiture après avoir été moquée par les gens qui auraient dû la protéger. Et j'ai pensé à qui j'étais maintenant à 30 ans. Prospère, aimée, guérie, entière. Le voyage m'avait appris des choses que je n'aurais pas pu apprendre autrement. J'avais appris que la vraie famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de respect, de soutien, de présence constante et de se choisir mutuellement chaque jour. Ma famille choisie, Pierre et Julien et Inès et Marc et Dr Cohen, m'avaient appris à quoi ressemblaient des relations saines. J'avais appris que ma valeur n'était jamais déterminée par l'opinion de ma famille sur moi. Pendant des années, j'avais cru au récit qu'ils avaient créé, que j'étais moins que rien, que j'avais échoué, que j'étais une déception. Partir avait été la première étape pour comprendre que leur perception n'était pas la réalité. Ma valeur existait indépendamment de leur reconnaissance. J'avais appris que la partie la plus difficile de la guérison n'était pas de confronter les gens qui m'avaient blessé. C'était de me pardonner d'avoir accepté leur traitement pendant si longtemps. D'avoir cru que je méritais leur cruauté, d'être resté silencieuse quand j'aurais dû parler. Le pardon de soi était plus difficile que de leur pardonner à eux. J'avais appris que s'éloigner des situations toxiques n'était pas abandonner sa famille. C'était se choisir soi-même, valoriser son propre bien-être, refuser d'accepter des miettes quand je méritais un festin. Et parfois, ce choix était la chose la plus courageuse et la plus nécessaire que vous puissiez faire. J'avais appris que le succès n'était pas de prouver aux gens qu'ils avaient tort. C'était de construire quelque chose de si authentique et épanouissant que leurs opinions cessaient de compter. Je n'ai pas gagné en détruisant ma famille ou en les faisant souffrir. J'ai gagné en créant une vie meilleure,
une vie construite selon mes propres termes avec des gens qui me valorisaient dès le départ. Et j'avais appris que la guérison n'était pas linéaire. Certains jours j'étais à nouveau en colère. Certains jours je pleurais les relations familiales qui ne pourraient jamais être pleinement restaurées. Certains jours j'étais en paix. Tous ces sentiments pouvaient être vrais simultanément. La vie que j'avais maintenant, la carrière, la relation, les amitiés, les liens familiaux qui se reconstruisaient lentement. Rien de tout cela n'aurait été possible si je n'avais pas trouvé le courage de sortir de cette fête de promotion il y a 3 ans. Si je n'avais pas dit, c'est la dernière fois que vous me voyez, et si je ne l'avais pas pensé. Cette décision prise dans un moment de douleur et de fureur m'avait sauvé la vie. Je me suis garé sur ma place à Montreuil, je suis resté assise dans ma voiture un instant, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au contact de ma mère et je lui ai envoyé un SMS avec une photo prise plus tôt dans la journée. C'était une photo de moi et Léo, tous les deux couverts de glaçage de gâteau d'anniversaire, riant de quelque chose d'idiot qu'il avait dit. Juste un moment de pure joie. Pas d'explication, pas de légende nécessaire, juste la preuve que je pouvais être heureuse en leur présence maintenant, que la guérison était possible, que nous avions trouvé un moyen d'avancer, même si cela ne ressemblait en rien au passé. Elle a répondu immédiatement avec un emoji cœur. C'est magnifique. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman, ai-je tapé en retour. Et je le pensais. L'amour était compliqué maintenant, délimité par la prudence et l'autoprotection. Mais c'était réel. Je suis rentré à l'intérieur où Pierre était rentré plus tôt et préparait le dîner. Il a levé les yeux quand je suis entré, a souri et a dit « C'était comment ?» C'était bien, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais aussi. C'était vraiment bien. Cette nuit-là, allongé dans mon lit à côté de Pierre dans notre maison que nous avions construite ensemble, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Pas l'absence de douleur, mais la présence d'un véritable contentement. J'avais construit une vie dont j'étais fier. Je l'avais construite à partir de rien sans aucune aide des gens qui auraient dû me soutenir dès le début. Et cela la rendait d'autant plus précieuse. Si vous lisez ceci, si vous écoutez cette histoire et que vous vous voyez dans mon expérience, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous méritez mieux. Si votre famille vous traite avec irrespect, méprise votre valeur, se moque de vos luttes, vous méritez mieux. Ce n'est pas votre responsabilité de réparer des gens qui ne veulent pas être réparés. Ce n'est pas votre travail d'accepter la cruauté au nom de la loyauté familiale. Partir est difficile. C'est peut-être la chose la plus difficile que vous ferez jamais, mais rester dans des situations qui vous diminuent est plus difficile à long terme. Cela vous coûte votre respect de vous-même, votre confiance, votre sens des possibles. Vous avez le droit de vous choisir. Vous avez le droit d'exiger le respect. Vous avez le droit de poser des limites et vous avez le droit de vous éloigner des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas vous valoriser, même si ces gens sont votre famille. Le succès n'est pas une question de vengeance. Ce n'est pas de les faire regretter ou de leur prouver qu'ils ont tort. Le succès, c'est construire une vie qui vous rend heureux. Une vie entourée de gens qui voient votre valeur dès le premier jour. Une vie où vous n'avez pas à vous diminuer pour correspondre au récit de quelqu'un d'autre. Et si les gens qui vous ont blessé font finalement le travail, s'excusent finalement, changent finalement, vous décidez de les laisser revenir ou non. Mais cette décision doit venir d'un lieu de force et de guérison, pas d'obligation ou de culpabilité. Il y a 3 ans, je suis sorti d'une fête où ma famille m'a humilié. Aujourd'hui, je suis associé dans une grande agence de publicité. J'ai une belle maison avec quelqu'un que j'aime. J'ai de vraies amitiés. J'ai une famille que j'ai construite par choix et j'ai la paix. Cette paix valait chaque moment difficile du voyage pour arriver ici. Vous méritez la paix aussi. Vous méritez le respect. Vous méritez un amour qui ne vous demande pas de vous diminuer. Et vous méritez le courage de vous éloigner de tout ce qui est moins que cela. Votre valeur n'est pas sujette à débat. Elle ne l'a jamais été.